tous et toutes d'être ici présents. Et nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir Cordélia de Castellane, qui est la directrice artistique de Dior Maison et de Baby Dior, et qui a mis la nature, le bucolique, au cœur de ses inspirations. Alors, cet aspect champêtre, on le retrouve à peu près dans tous ses projets, que ce soit ses projets hôteliers, comme l'abbaye des Vaux-de-Cernay, dont elle va nous parler, et des nombreux restaurants qu'elle a décorés et aménagés. Alors, Cordélia, j'aimerais bien, vous dites dans votre livre qu'une maison sans fleurs et sans livres, c'est une maison sans âme. J'aimerais bien que vous nous expliquiez d'où vient ce goût pour la nature. Bonjour Sylvie, bonjour tout le monde. Merci de me recevoir. Ah oui, alors une maison sans fleurs et sans livres, c'est une maison qui n'a pas d'âme. Parce que, en fait, j'aime les choses très vivantes dans les maisons. Et les fleurs ont ce don de mettre à la fois de la couleur et des choses finalement qui passent, qui sont très éphémères. Et qui donne un côté très vivant au décor. Et tout d'un coup, vous avez un salon beige ou d'une couleur, et puis au milieu, il y a ce grand bouquet vert immense ou rose qui donne tout d'un coup de la vie à la pièce. Et je pense que c'est très important. Les livres, c'est plus personnel. C'est l'idée d'avoir de la beauté autour de soi. Dans les livres, c'est souvent des réunions d'images très belles ou de mots très beaux, et c'est l'idée d'avoir tout ça autour de soi. Vous avez fait aussi, donc, en fait, les saisons qui défilent, parce que vous allez nous en parler aussi, vous avez une maison de campagne qui est où Près de Chantilly, près de dans Chantilly. l'Oise. Et donc, c'est votre jardin qui est un peu la source de toutes vos inspirations ? Alors, de manière générale, la nature, j'ai eu de la chance de grandir entre la nature et Paris, d'avoir à la fois des souvenirs avec ma grand-mère dans la montagne, dans quelque chose de très naturel, avec ma maman qui m'a appris le goût des fleurs, le goût des roses, le goût des jardins anglais. Donc la nature a été quelque chose qui a été très important, très petite dans mon visuel, dans ma vue. Ça fait partie de votre ADN. Complètement. Oui. Complètement. D'ailleurs, vous dites encore, puisque Cordélia a sorti un livre l'année dernière, chez Rizzoli, il y a 3 ans. Pardon, oui. chez Rizzoli, que la beauté de ce que nous donne Mère Nature dépasse toute imagination. Oui, et d'ailleurs, Christian Dior avait cette très belle phrase. Il disait que après les femmes, les fleurs étaient la plus belle chose que Dieu avait inventée. Et la nature donne vraiment. D'abord, la nature gagne sur nous, quoi qu'il se passe. Et donne des coloris que vous pourrez jamais atteindre, même si vous mélangez toutes les peintures, des pantones qui sont inépuisables. Enfin, le nombre de choses qui peuvent bouger dans la nature, que ce soit dans les verres, dans les camailleux de chocolat, de terre, de pastel. Tous ces pantones-là, ils sont à l'infini. Ils changent en permanence. Donc forcément, ils sont très, très inspirants. Donc oui, donc la nature apporte aussi la couleur, la vie, la couleur. Mais alors, pour qu'on comprenne un peu comment vous êtes arrivé chez Dior, est-ce que vous pouvez nous retracer rapidement votre parcours ? Oui, alors un parcours assez simple. J'ai arrêté l'école très très jeune. J'ai eu de la chance de pouvoir rentrer en stage très rapidement, des petits stages chez Chanel d'étudiante, et puis de rentrer en stage un jour chez Emmanuel Ungaro. Je suis rentrée chez le couturier pour 1 mois et je vais rester presque 10 ans. Ça sera donc l'apprentissage de ma vie, mais aussi un apprentissage, justement, on parlait des couleurs, de la nature. C'était un couturier qui avait le don de faire des mélanges entre les rayures, les fleurs, les imprimés, les couleurs, qui savait oser, qui savait draper des imprimés comme personne. Et voilà, ça a été un des plus grands apprentissages de ma vie. Et puis, juste après, je monte... Et s'il y avait une chose que vous reteniez de ce passage chez Ungaro, donc c'est ce talent pour les mélanges. C'est sa poésie. Sa poésie. Sa poésie. D'accord. Et alors après Ungaro, donc Après Ungaro, il part à la retraite. À ce moment-là, je suis maman déjà de 2 petits-enfants et je monte ma ligne de vêtements pour enfants qui s'appelle C2C, qui va durer 10 ans. Et pendant que j'ai cette ligne d'enfants, il y a 13 ans, Dior me demande de reprendre Baby Dior à l'époque. Et je rentre alors chez Dior dans cette belle maison qui devient ma famille. D'accord.
Et alors, vous dites aussi, il n'y a pas une maison où je serais. Quand on s'est rencontrés, vous m'avez dit, il n'y a pas une maison où je serais mieux. Alors, vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi ? Oui, parce que vous savez, c'est comme dans tout dans la vie, c'est comme un décorateur avec son client, c'est comme un couple amoureux, c'est comme beaucoup de choses, c'est une alchimie qui se fait. C'est une maison dans laquelle je me sens bien, dans laquelle je me reconnais, dans laquelle je travaille avec beaucoup de naturel. C'est une maison, il ne faut pas l'oublier aussi, familiale, qui appartient à des actionnaires qui sont une famille. Et puis parce que aussi Christian Dior avait des choses extrêmement personnelles dans sa créativité et des choses sur lesquelles je me retrouve. Alors très modestement évidemment, parce que c'était un très très grand monsieur, un très très grand artiste, donc je ne me compare pas du tout, mais c'était vraiment quelqu'un qui avait une grande sensibilité, qui du coup adorait mélanger la ville et la campagne. Il travaillait la semaine à Paris, il était extrêmement parisien, il aimait les galeries d'art, il soutenait beaucoup d'artistes. Et puis d'un autre côté, tous les vendredis, c'était indispensable pour lui qu'il retrouve la terre, ses fleurs. C'était un grand jardinier. Un peu comme vous. Oui, à toute petite échelle. Il était passionné de fleurs. Il avait grandi auprès de sa maman en Normandie, où il avait vraiment appris tout sur les fleurs. D'ailleurs, c'est lui qui va dessiner la roseraie après pour sa maman. C'était vraiment, la nature était quelque chose. Et il disait que dans les fleurs, il puisait toute son inspiration et il ne dessinait que le week-end. Et c'est vrai que moi, quand je dois imaginer des choses, je ne le fais que le week-end. Je suis incapable d'imaginer des décors ou des choses au milieu de la semaine, au milieu des turbulences. Il me faut énormément de calme et c'est souvent dans la nature que j'ai besoin de m'isoler pour ça. Oui, et c'est dans votre maison de campagne notamment que vous retrouvez l'inspiration et la concentration. Voilà. Alors, vous pouvez nous expliquer, et on va aborder vos différents projets. Un peu chez Dior, vous avez dessiné combien de collections par an ? Et vos inspirations. Alors, avec le studio, évidemment, parce que je ne suis pas toute seule. Heureusement, il y a une équipe. Ils sont tous là, d'ailleurs. Mais avec le studio, chez Baby Dior, je pense qu'on fait à peu près, avec les capsules et tout, entre 6 et 10, selon les années de collection chez Baby Dior. Et chez Dior Maison, je dirais qu'on a une cadence à peu près tous les 2 mois d'avoir une nouvelle collection. Ça tourne entre les événements, toutes les collections pour les événements aussi. Voilà. On les compte pas en fait. Il vaut mieux pas compter et puis on le fait avec le cœur, mais on les compte pas trop. D'accord. Mais alors là, vous avez certainement vu défiler toutes vos inspirations sont champêtres essentiellement. Non, alors pas forcément. C'est vrai que la couleur, la nature, tout ça me parle énormément. C'est vrai que mes imprimés rappellent aussi beaucoup de choses, mais ça m'arrive aussi de faire des choses très unies, de juste puiser les couleurs dans la nature. C'est sûr que, vous savez, ce qui est important, c'est que le lieu vous parle. Alors, c'est vrai que j'ai décoré l'abbaye des Vaux-de-Cernay qui est à la campagne. J'ai décoré des maisons qui ont des grands jardins, ou le Laurent qui a un très grand jardin au milieu de Paris, donc c'est assez rare. Mais si je décore un intérieur parisien ou un intérieur new-yorkais, je ne vais pas commencer à mettre quelque chose de bucolique et de campagne. Sûr, il faut ancrer le lieu. Il faut ancrer le lieu dans son environnement. Il faut que le lieu vous parle. Bien sûr. Et bien ça, sûr. c'est très, très important. D'ailleurs, je prends beaucoup de temps à démarrer de temps en temps un chantier parce que j'ai besoin d'intégrer le lieu, l'endroit, de le comprendre, de fouiller les archives, de fouiller sa vie, son passé, son histoire. C'est quelque chose que je respecte énormément. Oui, c'est comme un travail un peu d'archéologie, retrouver son... Bien sûr, son ADN. Et c'est ça qui est intéressant finalement, parce que du coup, quand vous faites un décor, ce qui est très important, et c'est comme quand on fait une collection, il faut raconter des histoires. Et je pense que c'est la force d'un décor, c'est pas que ça soit parfait, c'est pas que tout soit beau, c'est qu'on raconte une histoire et qu'on sente une âme, parce que finalement les gens se sentent bien dans un endroit s'il y a une âme. Et pour créer cette âme, il faut connaître l'histoire. Absolument. Comment vous définiriez votre style ? Je sais que vous êtes une femme très libre et que vous n'avez pas envie d'être enfermée, qu'on vous mette dans une case, mais est-ce que vous pourriez nous donner une amorce ? Oui, alors la liberté, c'est mon mot-clé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un mot qui va aller au-dessus du mot liberté pour tout dans la vie.
mais je sais pas, je vais pas m'enfermer dans une case, mais c'est sûr que je suis plus bucolique et plus maximaliste que minimaliste et très contemporaine, ça c'est sûr. Ah, maximaliste, vous avez... Peut-être, oui, Peut-être. parfois. Et encore avec certaines règles, mais oui. Et par exemple, qui sont vos références les plus importantes si on se retourne un peu dans le passé? Quels sont les décorateurs qui vous ont inspiré? Qui vous inspirent encore, pardon. Il y a beaucoup de décorateurs et de scénographes. Ouais. Je pense à Mongiardino, évidemment, qui a fait des décors extraordinaires. Je pense à Elsie de Wolf, qui était une décoratrice américaine qui avait beaucoup d'excentricité. Je pense à Madeleine Castin. Je pense à David X, qui était très anglais, qui a été qui a fait tellement de nouveautés pour le XXe siècle. Il y en a plein. Je pense évidemment à Catroux, que j'ai adoré, à Henri Samuel. Oui. Qui est un grand décorateur français, à ma maman, Oui. à Talenta de Castellane, qui a fait des projets très confidentiels, mais j'ai grandi là-dedans. Oui. Alors justement, ce goût des jardins anglais et de cette décoration, qui est quand même, on va aborder les différents projets, qui est quand même, il y a une inspiration très british, ça vient d'où? Oui, vous savez que je reviens sur le fait, moi j'ai pas fait d'études, je suis vraiment, j'ai une autodidacte. J'ai tout appris. À l'intuition. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir des mentors extraordinaires, que ce soit mes grands-parents, ma mère, que ce soit ma famille, que ce soit Emmanuel et Laura Ongaro. Enfin, j'ai vraiment essayé de me nourrir de tout ça. Donc, c'est sûr que du coup, j'ai tout appris à travers eux. Oui. Et vous découvrez alors justement le travail de Madeleine Castin, le travail de Mongiardino. Vous travaillez. Donc il y a la famille au départ, parce que vous m'aviez dit. Mais qui m'enseigne justement tout ça. Oui. Voilà. Mais vous m'avez dit quand on s'est vu pour préparer cette conférence que ma mère a grandi en Grande-Bretagne et m'a donné très très jeune le goût des jardins anglais. Et avec votre grand-mère aussi, vous faisiez énormément d'aquarelles, d'herbiers, de bouquets. Exactement. Alors oui, c'est vrai que maman a passé son enfance en Angleterre et du coup, elle a ramené ce côté extrêmement british qu'elle m'a transmis. Elle m'a complètement fait découvrir tous les jeux Ben Hinson, le décorateur anglais, tous ces décors très très anglais que je n'aurais jamais connus sans maman. Et bien sûr, en Angleterre, le jardin est clé. C'est-à-dire que si vous allez dans la campagne, d'abord les Anglais habitent dans la campagne et très peu à Londres ou en ville. Et pour eux, c'est tout à fait naturel. Il y a une vraie vie à la campagne. Il n'y a pas du tout ce côté en France où quand vous allez dans la campagne, vous avez l'impression qu'il y a eu un mort le matin et que tout le monde se cache. En Angleterre, il y a des pubs, il y a une vraie vie, il y a des antiquaires dans tous les villages, il y a des restaurants, il y a une vraie communauté. Et tous ces gens-là, très souvent, ont des jardins, que ce soit des petits jardins, des grands jardins. Et les gens qui ont des très grands jardins ou qui ont encore des très grandes maisons, des très grandes bâtisses, il y a même les bénévoles du dimanche qui viennent aider du village pour aider à maintenir le jardin et tout. C'est quelque chose de... Et le jardin, c'est leur conversation clé, c'est leur vie est autour du jardin. Et c'est quelque chose qui tourne autour du voilà. Et c'est quelque chose qui est assez rare ici encore en France. Oui, vous avez raison. Voilà. Alors, on va parler d'un de vos plus grands projets. Je crois que c'était c'est l'abbaye des Vaux-de-Cernay. Je ne sais pas si certaines d'entre vous ont eu la chance d'y aller. C'est dans les Yvelines, près dans la vallée de Chevreuse. Et c'est un projet gigantesque. Alors, c'est un monastère cistérien du XIIe siècle. Et j'aimerais que vous nous expliquiez, puisque vous avez été contacté il y a combien de temps? Le chantier a commencé. Ça a commencé il y a 6 ans par cette idée incroyable de Laurent de Gourcuff qui est à Paris Society et qui justement avait cette envie folle de faire un très très bel hôtel comme une maison en dehors de Paris. Et il trouve cet endroit qui est magique, l'abbaye des Vaux-de-Cernay, et dont il me confie les clés pour la décoration. Et on parle de 12 000 mètres carrés dans la forêt de Rambouillet. Oui. C'est un monument classé historique qui était, pour certaines parties, très très abîmé, qu'on a dû complètement restaurer avec les monuments de France. Ça avait appartenu à la famille Rothschild. Exactement, ça a appartenu à partir du 19e siècle à la famille Rothschild.
qui était un couple Rothschild, 2 cousins qui se sont mariés ensemble, la branche anglaise et la branche française. Et c'est ça qui m'a intéressée dans mes recherches quand j'ai commencé à ouvrir. Alors ça a été vraiment un grand travail, c'est-à-dire qu'avant de commencer la décoration ou même l'imaginaire du lieu, je suis vraiment rentrée de manière très très profonde dans toutes les archives du lieu, les archives d'architecture, les archives des Rothschild, de leur collection, de la manière dont ils ont bâti l'endroit, de sa passion à elle, parce que c'était une femme très libre, incroyable, qui était Charlotte de Rothschild, la baronne. D'accord. Qui avait voyagé toute sa vie, qui a ramené des artisans extraordinaires d'Italie, qui était peintre elle-même, qui était élève de Chopin, qui était une grande mélomane, qui donnait des concerts. Elle était très en avance sur son époque. Et c'est vraiment en plongeant là-dedans que j'ai pu reconstruire un peu un imaginaire pour cet endroit. Alors évidemment, je reproduis jamais ce qui a été fait, parce que ça serait fait de manière fausse. On n'a même plus les artisans pour faire des choses comme ça aujourd'hui. Mais j'ai vraiment essayé de m'ancrer dedans pour laisser aller mon imaginaire dans qu'est-ce que ça aurait pu être à cette époque. Alors justement, quand vous arrivez en 2018, que vous visitez pour la première fois la propriété, elle est dans quel état ? C'est un hôtel très, très charmant de séminaire, mais assez désuet, très froid, voilà, qui nécessite beaucoup de confort et de chaleur. D'accord. Et donc, vous entreprenez, quelle histoire vous avez eu envie de raconter là-bas ? D'ailleurs, vous voyez, on va en parler, parce que les inspirations j'y suis allée pour voir un peu le travail de Cordelia avant de venir ici. Et effectivement, la magie de Cordelia, c'est qu'elle arrive, je crois qu'elle travaille beaucoup au feeling, au flair, à l'intuition, j'allais dire. Et elle a ce talent pour mélanger les motifs, les carreaux, les rayures, les fleurs. Quelle histoire vous avez eu envie de raconter ? En fait, je ne voulais pas que ça ressemble à un hôtel. Et d'ailleurs, c'est très important pour nous, quand on travaille sur un projet, que ces projets ne ressemblent pas à un projet de décoration. Je n'aime pas les endroits qui ont l'air d'avoir été décorés. D'accord. J'aime les endroits où vous rentrez et c'est comme si tout avait toujours été là. Même si c'est beau, même si c'est neuf, même si c'est... Surtout que ça soit extrêmement naturel. D'accord, comme dans une maison de famille. Comme dans une maison de famille. Et puis si la chaise au milieu du salon ne va pas exactement, mais c'est pas grave. La chaise est là, elle va très bien là, elle vous plaît, elle est confortable, elle a sa vie, elle a son histoire. C'est peut-être la chaise de votre grand-mère, c'est peut-être la chaise de votre meilleure amie. Peu importe, même si elle ne va pas parfaitement dans le décor, elle a sa place. Et pour moi, c'est tous ces petits accidents, c'est toute cette légèreté, c'est tout ce naturel. Les décors extrêmement pensés, extrêmement réfléchis, pour moi, personnellement, me figent. Et c'est ce que j'ai essayé de recréer à l'abbaye des Vaux-de-Cernay, c'est que je voulais que ça soit comme une maison de famille, que les gens viennent passer ce week-end comme s'ils étaient accueillis dans une maison de famille qui était passée de génération en génération. C'est pour ça qu'il y a des choses qui datent du 18e, du 19e, puis du 20e, et puis tout d'un coup des choses hyper contemporaines, comme des objets qui viennent se placer par-ci, par-là, parce qu'en fait, chacun a laissé sa trace de génération en génération, et vous pouvez juste vous poser dans le salon, lire un livre et tout, vous n'avez pas peur d'abîmer le tapis, que la chaise soit pas positionnée exactement comme ci, comme ça, et tous les objets ont été vraiment chinés. Alors, on parle de hangars et hangars, hein, d'objets chinés, tout ça, parce qu'on parle de 12 000 mètres carrés. Oui, ce qui était colossal. Voilà. Donc, il y avait des meubles encore quand vous êtes arrivés. Il y avait des meubles. On a choisi ce qu'on allait garder, on les a mis de côté, et puis à partir de là, on a commencé à tout construire. Alors les pauvres, les équipes, c'était assez dur pour eux parce qu'ils me disaient, alors Cordelia, dans cette pièce, tu veux mettre quoi exactement ? Autant vous dire, Sylvie, qu'on a tout acheté au pif. Je n'avais aucune idée de où aller quoi. Je leur ai dit oui, oui, oui. Et au dernier moment, tout a bougé. Et les chaises de A sont passées chez B et tout ça. Alors en fait, ce que vous nous dites, et c'est très rassurant, c'est qu'il faut faire confiance à son flair. C'est ce que vous faites. Et c'est hyper important dans la vie. C'est-à-dire de bouger les objets, de voir où ils vont le mieux, comment essayer de Mais oui, c'est l'instinct. C'est l'instinct. Et c'est ça votre talent. Peut-être, je ne sais pas. Et alors, vous avez mélangé, par exemple, on voit des chinoiseries, des rayures, des motifs tartans. Oui. Chaque chambre est différente. Racontez-nous.
Oui, chaque chambre est différente, parce que c'est justement ce que je voulais créer. Quand on va dans une maison, on n'a pas toutes les chambres pareilles, sinon c'est là où ça ressemble à un hôtel. Donc là aussi, ça a été un grand challenge au niveau des équipes pour tout faire, parce que quand vous devez acheter pour 100 chambres différentes, les métrages de tissus... les négociations avec les fournisseurs et tout. Et alors les fournisseurs, ils ont été géniaux parce qu'ils nous ont suivis dans notre délire total. Mais du coup, on trichait, on prenait le tissu de l'un pour mettre les rideaux de l'autre. On avait plein de jeux comme ça. Mais chaque chambre sont différentes. Chaque objet dans chaque chambre sont différents. Les cadres, les tapis, les petites tables de nuit, tout. Mais vous n'avez pas fait de pastiche parce qu'on n'est pas du tout dans le XIIe siècle. Vous avez cherché à faire quoi? Une maison Oui, très 19e. Très 19e. Avec tout le confort de notre époque, parce que c'est ça qui est important. Mais c'était l'idée d'avoir quelque chose de très confortable, de très cosy, de très campagne. C'est british quand même. C'était un couple qui était franco-british, donc il y avait le côté très british de la branche anglaise, et puis là quelque chose de très français aussi, avec certaines symétries. Donc on a un peu mélangé les deux. Puis c'est amusant de mélanger les choses. Moi j'adore mélanger les choses. On parlait d'Henri Samuel, ça a été un grand décorateur qui a appris à tout mélanger. J'ai vu ma mère mélanger tout toute sa vie, voilà. Très rassurant ce que nous dit Cordélia. Mais c'est quoi le secret d'un mélange ou des mélanges réussis? Vous pouvez comment ne pas saturer l'espace? Est-ce que vous pouvez nous donner certains Alors, je dis toujours, n'envoyez pas non plus trop de messages. C'est amusant de mélanger des choses, mais c'est amusant d'avoir un message. Donc, c'est-à-dire que si tout d'un coup, vous avez un salon qui est un peu 19e, très bien, alors on va mélanger, alors on met peut-être une très belle paire de fauteuils très contemporains au milieu. Mais d'aller mettre et le contemporain là, mais finalement un bureau empire à gauche, et puis un truc chinois à droite, là c'est trop. Il faut savoir un peu prendre un message et accentuer le message, mais pas partir non plus dans tous les sens. Donc il y a quand même un équilibre. Et puis quand on a des très... C'est subtil. C'est subtil. C'est subtil. C'est joli de mélanger, oui. Mais et il faut le faire, oui. Parce que sinon c'est très total look et puis c'est pas très amusant. Non. C'est comme si on prend un show d'un défilé puis on met exactement le même look. Oui. Bon, on peut un peu de fantaisie. Un peu de fantaisie, oui, c'est plus drôle. Bien sûr. Mais jusqu'à un certain degré, parce qu'en fait, si vous effacez le message que vous avez voulu donner en mettant trop, l'œil finalement il part dans tous les sens et puis il s'axe pas sur le message clé. C'est comme l'accumulation. Oui. Quand vous voulez accumuler, c'est joli, par exemple, si vous avez envie d'avoir une accumulation de paniers, alors vous les accrochez tous ensemble sur le plafond, mais vous n'en mettez pas un petit à gauche, un petit à droite, un petit là, parce que là, ça s'éparpille et puis ça devient... Pas de dispersion, c'est ça que j'entends. Voilà. Par exemple, moi, j'adore les petits bibelots de famille. Alors, à chaque fois, on s'amuse. Je pense que toute la famille, tout ce qu'ils ont comme petits bibelots et pour me faire plaisir, ils me les donnent. Donc, j'ai des grandes tables où j'accumule tous ces petits bibelots. Toutes les petites boîtes en argenterie, les petites choses comme ça. Mais je ne les mets pas un peu partout. J'en mets pas une petite là, une petite là. Je les mets tout ensemble. On joue l'accumulation. On joue l'accumulation et on envoie un message et un message fort. C'est un peu comme... quand on fait une vitrine de merchandising chez Dior, quand on envoie un message, on l'envoie de manière très forte avec une image, une accumulation de bougeoirs, une accumulation des assiettes avec les nouveaux imprimés, mais on n'en met pas un peu partout dans la boutique. D'accord. Vous avez d'autres conseils à nous donner? Parce que je crois qu'on est tous très preneurs. Non, d'oser. Hein. Il faut oser dans la vie. Hein. Oser, voilà. L'audace. Ouais. C'est ça votre... En anglais, on dit to dare. Oui. Alors, vous dites aussi dans votre livre, j'aime les bordels organisés. Et puis vous rajoutez, j'aime les bordels que ne comprend pas au premier regard. Oui, parce que je trouve que quand les choses se voient d'un coup, c'est comme un sublime tableau. De temps en temps, sur un tableau, il faut savoir s'asseoir et regarder ce que a voulu dire le peintre et les détails et ses différents messages à travers ce tableau. Et puis finalement, comment la femme tient son ombrelle. Elle avait une manière, peut-être un message à passer. Elle était peut-être dans un certain état d'esprit. Et en fait, le décor, c'est un peu la même chose. C'est que si vous rentrez dans une pièce et puis tout vous semble évident, finalement, c'est très ennuyeux. Ce qui est amusant, c'est de s'asseoir dans un salon et puis de deviner qu'à gauche, il y a ça. Et puis à droite, il y a ça. Puis c'est amusant, il y a un petit truc là. Et d'avoir votre œil qui se balade. Et alors de comprendre doucement le charme de l'endroit. Oui, bien sûr. Mais j'ai envie de vous demander, alors,
on était sur l'abbaye de Vaud-Cernay. Et il y avait notamment la salle à manger où vous avez mis un tissu fleuri, je crois. À l'auberge, vous voulez dire, oui, la petite auberge. Avec la toile cirée, voilà, avec des toiles cirées. C'est quand même ça. Vous me parlez de fantaisie et d'audace, nous y sommes. Oui, il faut oser mélanger. C'était l'idée de faire une petite auberge. Ça, c'est une petite auberge. Donc, sur les murs, en effet, c'est des feuillages dans les tons bleus, pain d'épices, crème, qui sont les couleurs de la forêt. Il y avait ce bleu de l'abbaye qui était cette couleur bleu Rothschild que j'ai voulu jouer. Et puis les nappes à carreaux qui sont vraiment les nappes typiquement françaises des petites auberges sur lesquelles on a envie de s'asseoir et passer un bon moment avec le bon plat de frites et la béarnaise. Donc voilà. D'accord. Super français. Mais j'ai envie de vous demander comment ne pas saturer l'espace. Quel est le secret ? C'est comme dans tout dans la vie. Tout dans la vie est une question d'équilibre, pour tout. Oui. Donc, il y a un moment où il faut savoir s'arrêter. Il y a un moment où il faut se dire, bon, ça marche. Alors, après, je vais vous dire quelque chose. Plus les pièces sont petites, plus je les charge et plus elles sont foncées. Ah oui ? Oui. Expliquez-nous. En fait, quand vous avez des petits espaces... Le côté bonbonnière ? Vous jouez le comté ou bonbonnière, ou une couleur, vous peignez dans un très beau olive foncé, mais vous rendez l'espace comme ça beaucoup plus intéressant, beaucoup plus grand. Finalement, on ne voit même plus sa taille, on voit juste le côté extrêmement convivial. Et si vous regardez de temps en temps dans certains espaces, dans des maisons, vous allez vous rendre compte que tous vos amis se mettent toujours dans un même endroit qui est de temps en temps la plus petite pièce. J'ai grandi dans un appartement où il y avait quelques belles pièces et tout se passait toujours dans le petit salon qui était vraiment la plus petite pièce. C'est rassurant. Et il est tout en imprimé cachemire et qui était comme un petit bois. Et de temps en temps, on était 10 dedans pour des conversations de toutes sortes, alors qu'à côté, il y avait un salon où on aurait pu être tout à fait confortable. Donc, ces petites pièces, elles sont très rassurantes et surtout, il faut oser les jouer. Il faut vraiment... je dis ça. Mais oui, mais c'est votre avis. Hein, mais c'est votre avis. Mais c'est beaucoup plus intéressant quand vous avez, mais même dans un espace contemporain, de les peindre en un peu plus foncé, en boiserie, de donner un côté très intéressant aux petites pièces. Et les grandes pièces, alors, quand la lumière traversante, par exemple ? Alors moi, j'aime laisser les grandes pièces assez claires, de manière générale. D'accord. Voilà. Comment vous apprivoisez la lumière ? Déjà, j'essaye de rester dans l'endroit un peu pour comprendre par où rentrent vraiment les lumières et tout ça, pour voir où est-ce qu'on place les canapés. C'est vraiment, je vais vous dire, il faut passer du temps dans les grandes pièces pour vraiment les comprendre. C'est pas des choses que vous travaillez sur plan. D'ailleurs, moi, on me donne de temps en temps des plans, on me dit, tu peux me placer les choses. Et je fais semblant de le faire, mais vous êtes sûr que ça sera fait autrement. Alors, vous avez, l'abbaye, vous avez vu quelques clichés là à l'écran, mais Cordélia a fait aussi un très joli restaurant dans les Buttes-Chaumont qui a ouvert juste avant l'été, qui s'appelle Aura Farmhouse. Vous pouvez un peu nous le décrire et nous dire un peu quelle était votre feuille de route ? Non, alors ça, c'est un projet qui m'a extrêmement amusée parce que d'abord, j'adore travailler avec aussi des entrepreneurs de ma génération. Alors, il est encore plus jeune que moi, mais c'était vraiment des super entrepreneurs qui ont déjà beaucoup de restaurants et qui ont fait un super travail à Paris. Et voilà, du coup, il avait à l'écran, c'est un pavillon. J'adore ce quartier, j'adore ce parc. Ouais. Et le 19e, en face de la mairie. Voilà, les Buttes-Chaumont. Et il me dit, je veux que tu me fasses un truc vraiment hyper personnel, très à la campagne. Mais alors là, c'est assez rustique, justement. Ça n'a pas ce côté très 19e qu'on peut retrouver dans certains de mes décors. Mais c'est fait vraiment avec des choses de brocante. Et c'était vraiment ramener un petit bout de la ferme, de la campagne à Paris. Voilà. D'accord. Et là, vous avez mélangé quel type d'imprimés Il y a beaucoup. Il y a du fleuri, il y a des tartans, il y a beaucoup de bois, il y a beaucoup de matière, il y a surtout beaucoup d'objets chinés. Par exemple
On a chiné des gravures, on a chiné plein de très jolis pots, on a chiné des très beaux paniers, on a chiné tous les ustensiles de cuisine, des tables, des fauteuils, des chaises, voilà. D'accord. Et alors, vous voyez l'éclectisme de Cordélia. Elle a aussi fait la décoration du dernier salon de thé La Durée. Oui. Rue Royale, le salon. C'est La Durée historique, c'est la première, c'est la maison mère. Vous pouvez nous en parler un peu ? Oui, alors La Durée, c'est un ADN très fort et déjà très présent. Donc, j'avais pas besoin d'aller inventer leur ADN. Et une palette de coloris, imposée, là, très imposée, mais qui est très dans mon style. Et l'idée, c'était qu'on a reconstitué. En fait, avant, c'était une boulangerie. Quand La Durée a commencé au 18e, fin 18e, c'était vraiment une boulangerie. Et l'idée, c'est que je me suis un peu inspirée de ces très vieilles boulangeries qu'on trouvait à Paris ou à Vienne à l'époque, qui étaient entièrement en carrelage peint. Et on a reconstitué comme vraiment si c'était des fresques de carrelage peint sur tous les murs, comme si on rentrait dans cette vieille boulangerie. Et sur les motifs, parce que ce qui m'amuse beaucoup, c'est de travailler les motifs, on a reconstitué tout ce que vous trouvez comme ingrédients dans les gâteaux de La Durée. Ils sont reconstitués comme des fresques. Donc vous avez le blé, les framboises, la farine. Vous avez tout ça qui se balade sur les murs, mais de manière extrêmement fleurie, poétique, comme si c'était des fresques anciennes. D'accord. Et alors, il y a un énorme projet aussi que vous avez mené, auquel vous êtes très attaché, je crois, c'est le restaurant Laurent. Ah oui, alors le Laurent, c'est un restaurant iconique parisien qui est dans le 8e, près des Champs-Élysées. Près de l'Élysée. Voilà. Et si vous saviez le nombre d'appels que j'ai reçus en me disant « Oh là là, qu'est-ce que tu vas faire ? Oh là là, qu'est-ce que tu vas faire ?» Parce que tous les hommes d'affaires étaient habitués à cet endroit pour leur déjeuner et tout ça. Et du coup, c'est toujours très... c'est assez effrayant quand on touche à un endroit qui a toujours existé, qui est assez désuet, qui à la fin ressemblait, n'avait plus vraiment de décoration. Et donc ils avaient tous assez peur, et donc je répétais toujours, il faut que tout change pour que rien ne change. Et on a vraiment essayé de garder la nature du lieu, on n'a vraiment rien dénaturé. On est resté très classique, on a fait du très grand classique français. C'était une vraie inspiration, une vraie ode à Marcel Proust, où dans mon imaginaire, j'ai imaginé un déjeuner entre Marcel Proust et Monet. Et c'est pour ça que vous retrouvez un peu des couleurs très aquatiques de Monet au plafond, avec quelque chose qui ressemble vraiment à la recherche du temps perdu de Swann dans ses décors. Quand vous lisez un peu les passages des descriptions des grands salons, voilà, c'était vraiment mon inspiration. Et vous aviez comme consigne de ne pas trop féminiser ? Ah non, j'ai eu aucune consigne. Aucune consigne. Non. Vous avez fait. Mais si on m'avait dit de faire quelque chose, si on m'avait dit de dénaturer le lieu et d'aller faire quelque chose en lac de couleurs ou je ne sais quoi, ou de mettre des tissus partout, je n'aurais pas pris le projet parce que je n'aurais pas dénaturé le lieu. Donc vous aviez, on a vu là précédemment le joli carrelage, les sols magnifiques. Vous les avez, c'est des sols d'époque ou... Non, on les a complètement redessinés, reconstitués. Ça, c'est un sol dont je me suis légèrement inspirée. J'avais un grand-oncle qui s'appelle Emilio Terry, qui était un grand architecte de l'époque, qui a marqué son époque. Et en repartant dans les archives, j'ai retrouvé un des sols qu'il avait fait comme ça pour Charles de Bestéguy, et je m'en suis inspirée pour le recréer. D'accord. Et vous avez fait, je voyais là l'écran, vous avez fait rentrer aussi la nature à l'intérieur. Oui, c'était assez amusant justement. Le bâtiment est déjà rose pâle. Donc je pense que beaucoup de gens s'attendaient à ce que je fasse rentrer du rose pâle à l'intérieur, dans les banquettes, dans certains détails. Et j'ai joué complètement l'inverse. J'ai mis le rose pâle sur la terrasse, aussi bien dans le choix des fleurs avec des hydrangeas et des hortensias rose pâle, que sur les banquettes avec des vieux roses et tout. Et j'ai rapporté toute la nature plutôt à l'intérieur. Donc j'ai joué vraiment sur des camailleux de verre, d'amandes, de céladon à l'intérieur. Donc j'ai vraiment inversé les choses, et j'adorais l'idée, comme c'est un endroit d'hommes d'affaires, j'ai adoré l'idée d'avoir tous ces hommes d'affaires en costume bleu marine dans des banquettes roses. Et sur la terrasse rose. Voilà. Je trouvais ça très amusant. Et ça, c'est un projet que vous avez terminé quand ? Septembre dernier. Septembre dernier.
Et alors, si je devais, si vous voulez vous imprégner de l'univers Cordélia, je ne saurais que vous conseiller, puisque Cordélia a ouvert en début d'année un salon de thé rue du Bac qui s'appelle Coffee Flower, Ouais. où vous retrouvez son univers, les fleurs de son jardin. Racontez-nous un peu. Je voulais avoir Ce que un vous avez endroit, voulu. c'est vraiment C'est un prolongement de votre maison? Oui, enfin c'est une vraiment petite passion sur le côté que j'avais envie de développer et qui me tenait extrêmement à cœur depuis longtemps. Et puis un jour, je trouve cet endroit, rue du Bac, dans un quartier dans lequel je vis et qui me ressemble. Et j'avais envie d'emmener une partie de ces histoires que je raconte, de la campagne, de mes fleurs. Je cultive des fleurs à la campagne, j'ai une grosse collection de fleurs, et de pouvoir en ramener et de pouvoir justement les vendre dans un espace. Et en Angleterre, c'est quelque chose qui existe, d'avoir des coffee flower shops. Donc je me suis complètement inspirée de cet univers très anglais. Et vous venez, vous prenez un cappuccino, un matcha, une petite tarte, des petites quiches. C'est très simple. Ce sont vos recettes? Voilà, exactement. Tout est imaginé par nous. J'ai aussi une équipe extraordinaire. Et on fait tous les bouquets avec les fleurs de mon jardin. Et voilà, très saisonnier. Très saisonnier. Alors en ce moment, on trouve quoi? Alors, en ce moment, on a des dahlias extraordinaires, Ouais. de plein de couleurs, donc Ouais. certains qui sont grands comme ça. Ouais. On a des cosmos, on a des marguerites, on a des hortensias, on a des tournesols. Ça commence à être la fin, mais ils sont assez beaux. Il y en a même des pourpres. Voilà. Ça veut dire que toutes les semaines, on peut retrouver des fleurs fraîches et qui viennent de votre jardin. Exactement. Incroyable. Après, on suit les saisons. Alors, au moment de Noël, ça devient plus compliqué. Et alors, on fait comment? Là, on est en train de faire des tunnels, justement, à la campagne, où on essaye de faire pousser nos propres jacinthes et tout. On va voir ce que ça donne. Mais dites-moi, vous êtes impressionnante. Vous avez, tous les week-ends, vous avez le temps de vous occuper de votre jardin. Enfin, vous êtes bien sûr aidée. Je suis aidée, évidemment. Mais vous êtes... C'est une passion, c'est une passion. C'est une passion. C'est comme les gens qui aiment aller jouer au tennis le week-end. Moi, il n'y a aucune chance que je joue au tennis, je ne rattrape pas la balle. Mais... Donc... Et je crois que vous préférez... J'ai cru comprendre que vous préférez être dans votre jardin que dans les dîners mondains. Ah oui, ça c'est sûr. Oui. En fait, le jardin, ça vous ressource. C'est ce qui vous redonne l'énergie. Vous savez, on en parlait hier soir avec des amis aussi qui travaillent dans le même métier. Virginia Woolf, elle a écrit La chambre à soi. Oui. Et d'avoir sa chambre à soi, c'est très très important dans la vie pour tout. Voilà, ma chambre à moi, c'est mon jardin. C'est votre jardin. Voilà. Merci Cordélia. Merci de votre gentillesse et merci de tous ces conseils que vous avez dispensés. Merci.